Les milliers de migrants qui tentent de traverser la Manche et rejoindre clandestinement le Royaume-Uni ont établi des camps d'infortune sur le littoral nord de la France. Le plus connu est celui de Calais, surnommé la jungle. Mais à moins de 40 km de là, à Grande-Synthe, près de Dunkerque, se trouve un autre village de tentes et de cabanes. Il existe depuis 2006 et ne regroupait qu'une centaine de personnes jusqu'à cet été. Depuis, ce sont près de 3000 migrants qui survivent dans des conditions de vie déplorables, jugées pires que celles de la jungle. Face à cet afflux et à l'urgence humanitaire, le maire de Grande-Synthe, Damien Carême, est monté au créneau pour convaincre l'État de mettre en place un lieu décent où les accueillir. Après des mois d'entente, il a obtenu le 23 décembre une entrevue avec le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, à l'issue de laquelle les pouvoirs publics ont donné leur feu vert à la création d'un camp humanitaire aux normes internationales. Une structure qui est en train d'être mise en place sous l'expertise de Médecins sans frontières. Sur place, le reportage de Karim Akiki et Julien Sauvaget. Bassem s'active entre deux averses. Il a enfin trouvé de quoi améliorer sa vie. Ce réfugié sait à peine tenir un marteau, pourtant il doit faire vite. L'hiver arrive à Grande-Synthe. Avec des bouts de ficelle, cet ancien coiffeur kurde confectionne un abri pour sa tente. Trop tard, l'eau s'infiltre partout et la terre s'est transformée en une boue collante. C'est très difficile, très dur. C'est vraiment très sale. Ce n'est pas une vie. Ce camp, un choc pour Bassem et sa femme. Déprimée, Amira passe son temps à dormir au fond de la tente. La jeune femme ne supporte plus de vivre dans ces conditions. C'est ma femme. Elle est à l'intérieur, elle dort. Elle est malade, elle a mal au dos, mal à la tête, et en plus elle est enceinte. Elle ne mange plus, et elle pleure tous les jours. En quelques mois, le camp est passé de 70 à 2500 personnes. Avec seulement 2 points d'eau et une dizaine de toilettes et de douches. D'ailleurs, pas d'eau chaude dans ces sanitaires. Depuis peu, des ONG comme Médecins sans frontières proposent 60 consultations par jour. Les cas de brûlure sont très fréquents. On fait un suivi de pansement sur 2 jours, tous les 2 jours, pour voir l'évolution et puis pour éviter le risque infectieux dû à toutes ces conditions précaires du camp. C'est très difficile, mais bon, on fait au mieux. Plus de la moitié des réfugiés sont kurdes. Ils disent avoir fui l'Irak, Mossoul, devenue capitale de l'organisation de l'État islamique. C'est vrai qu'il y a la barrière de la langue, mais par moment, soit on met de la musique, soit on essaye de s'apprendre des mots en anglais, soit en kurde parce que le monsieur parle kurde, ou alors le français. Enfin, on essaye d'établir un lien pour qu'il y ait quand même une communication. Pour les associations sur place, la situation est pire qu'à Calais. Impossible de servir un repas chaud par jour à 2500 personnes. 200 enfants tentent de survivre dans le froid glacial. Ali a 10 ans, il attend sagement le dîner. Son père Farah nous invite à voir l'intérieur de la tente, quelques couvertures posées sur un sol humide et pas de chauffage. Il y a de l'eau partout, regarde, c'est pas une vie ça. C'est encore plus difficile la nuit. Mon fils est toujours malade, il tousse, il a des maux de gorge. On n'a que ça pour se chauffer, mais ça marche avec du gaz. Alors qu'on n'a pas de gaz, on ne peut pas se chauffer. Farah et sa famille ne désirent pas rester en France. Il veut à tout prix rejoindre des cousins en Grande-Bretagne. Pour aller en Grande-Bretagne, nous devons payer 3 000 € par personne. Alors nous 3, ça fait 9 000 €. On se débrouille. Heureusement que c'est ma famille qui m'aide. Ici, en France, on ne veut pas de nous. On ne nous donne pas de papier, mais en Grande-Bretagne, c'est mieux. On a du travail, un titre de séjour. Le camp grandit si vite qu'il touche maintenant le centre-ville de Grande-Synthe. Complètement dépassé par la situation, la mairie en appelle à l'État. Résultat, Damien Carême, le maire, a pris une décision radicale. Une première en France,
la création officielle d'un camp de réfugiés, pour éviter le désastre du bidonville de Calais, à 40 km d'ici. Je me sers aussi de l'expérience de Calais, où finalement rien n'a été pris en charge pendant des années. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 4 ou 5 000 réfugiés sur le terrain, livrés comme ça à eux-mêmes dans des conditions insupportables. Mais celles qui, sur le Grande Sainte, sont insupportables aujourd'hui, inhumaines. Donc moi, je veux prendre les devants, installer quelque chose de correct, qui réponde aux normes humanitaires internationales, en termes de sanitaire, en termes de douche, en termes de services qu'il faut apporter, et petit à petit résorber ce camp. 500 tentes chauffées comme celle-ci vont être installées dans le futur camp aux normes de l'ONU. Coût du projet, 2,4 millions d'euros, entièrement financé par MSF et la mairie de Grande-Sainte. Un maire en France qui doit gérer un camp de réfugiés, enfin, je l'imaginais pas quand j'ai postulé il y a encore un an aux dernières élections municipales. Mais on doit faire face, parce que moi je peux pas laisser ces personnes dans l'état inhumaine dans lequel ils vivent aujourd'hui. C'est impensable. Moi, je veux pas qu'il y ait de mort, de froid, de faim sur mon territoire, quelle que soit l'origine, quelle que soit d'où viennent les gens. Dans le meilleur des cas, les réfugiés vont devoir attendre au moins 5 semaines pour sortir de ce bourbier. Le temps de mettre aux normes le nouveau site. En attendant, l'offensive de l'hiver ne devrait rien arranger. La ville de San Francisco s'est lancée un pari fou, réduire le gaspillage et recycler 100% de ses déchets d'ici 2020. L'objectif, éviter d'utiliser des décharges ou des incinérateurs très polluants et qui émettent beaucoup de CO2. Une politique ambitieuse qui semble dès à présent porter ses fruits. Un reportage signé Valérie Defer et Sébastien Vuagnard. Dès l'aube, le balai des camions poubelles commence. À San Francisco, les éboueurs comme Vern réalisent une collecte bien plus minutieuse qu'elle n'y paraît. La poubelle verte sert à mettre les déchets qui se compostent, comme la nourriture, les feuilles et le bois, mais sans peinture ni clous. Et celle-ci est pour les déchets recyclables. Ici, le recyclage est obligatoire. Et s'il y a une erreur de tri, Vern laisse une petite note au propriétaire. Si vous mettez des déchets ou des matières recyclables dans la poubelle verte, on leur met une note pour les prévenir que ça va dans la poubelle noire. On entoure la poubelle qui a été contaminée. Les déchets recyclables sont ensuite acheminés dans ce gigantesque hangar, alimenté par des panneaux solaires. Ici, les tapis roulants et les petites mains trient chaque jour 600 tonnes de plastique, de verre et de papier. Le recyclage crée 10 fois plus d'emplois que les décharges ou les incinérateurs. Et les coûts sont similaires si vous ramassez les ordures pour la décharge, pour les incinérateurs ou pour les recycler et les composter. Compactés, les déchets sont ensuite revendus, une source de revenus de plusieurs centaines de milliers d'euros chaque année. Et si San Francisco est une pionnière en recyclage, c'est grâce à la mobilisation de ses 850 000 habitants. Et donc ça, c'est compostable, c'est fait avec du maïs, je crois. Et donc avec ça, on peut utiliser ça pour notre compost. Dans sa cuisine, Marc fait très attention à ses déchets. Il est un trieur de la première heure. Vous avez combien de poubelles dans votre cuisine exactement? De poubelles, une seule, celui-là. Une poubelle, un petit truc pour le recyclage, et puis pour le compost, c'est tout. Volonté politique forte et une prise de conscience collective, San Francisco est passé en 10 ans de 40 à 80% de déchets recyclés. C'est important parce qu'il faut diminuer notre empreinte. C'est une habitude. Tu prends ta douche, tu recycles, c'est des choses que tu fais au quotidien. Il n'y a rien d'exotique ou spécial. Le succès de la politique zéro déchet de San Francisco réside surtout dans sa production de compost à grande échelle. C'est chaud, c'est encore en train de fermenter. Ici, on récupère tous les déchets organiques des restaurants et des résidents.
Nous récoltons les déchets organiques de la ville, comme les coquilles d'œufs ou les pelures d'orange et les croûtes de pain. Et nous le transformons en ce merveilleux compost que nous revendons ensuite aux fermiers. Après 60 jours de fermentation, ce nouvel or noir, comme on l'appelle ici, est vendu à des agriculteurs biologiques. Oh, tout ça m'a l'air très bien. Oui, il est de très bonne qualité et surtout il n'y a presque pas de bouts de plastique. 30% moins cher que les pesticides, le compost aide aussi à lutter contre la sécheresse qui sévit depuis 4 ans en Californie. Une quantité de ce compost contient 8 quantités d'eau. Ça nourrit le sol et les minéraux rendent ce sol sain. Et donc les plantes vont mieux pousser. Récupérer les déchets alimentaires des villes pour nourrir les cultures et les sols. Un cycle écologique exemplaire qui pourrait entraîner d'autres grandes villes dans le sillage de San Francisco. On parle beaucoup de la pollution en Chine, mais un pays connaît le même sort, l'Iran. Depuis déjà plusieurs semaines, les Iraniens ont ordre de rester chez eux ou de sortir masque sur le nez. En cause, un pic de pollution alarmant causé par la situation géographique de la capitale iranienne et des véhicules hors d'âge encore en service dans les rues. Reportage à Téhéran de Myriam Pirzadeh et Mahmoud Ahmedi. Ils sont sortis malgré l'air, irrespirable. Masque sur le nez ou protection de fortune, les Téhéranais ont pris l'habitude des pics de pollution. Mais cette fois, tous les visages sont tendus vers le ciel. La pluie est attendue de pied ferme pour dissiper les nuages de pollution. Je pense que d'ici 1 ou 2 semaines, on va tous finir par attraper un cancer. Alors j'aimerais que le gouvernement nous donne un peu de répit en empêchant les voitures de circuler. L'année dernière, on distribuait une essence de bonne qualité. Cette année, ce n'est pas la même chose. En cause, principalement ces motos qui slaloment entre les voitures pendant les embouteillages. L'eau quotidien des 14 millions d'habitants de la capitale. Entre 16 et 21 heures, il faut s'armer de patience pour traverser la ville. Alors forcément, les émissions de gaz d'échappement viennent gonfler les taux déjà très importants. Et pour les spécialistes, il y a un facteur aggravant, les sanctions économiques qui pèsent sur le pays. Certains constructeurs automobiles comme Peugeot ont dû quitter le pays. Et donc les programmes d'amélioration de qualité des voitures qui devaient être mis en place n'ont jamais eu lieu. Mais il n'y a pas que cela. Téhéran est situé dans un étau protégé par des montagnes et c'est bien à cela que les Téhéranais jaugent le taux de pollution, si les montagnes restent invisibles ou non derrière les nuages. Autre indicateur, ces panneaux qui ont fait leur apparition il y a plusieurs années. Chaque jour, à 11 h du matin, les taux de gaz ou de particules fines sont indiqués et pour le moment, aucune solution n'a été trouvée pour les faire baisser. Il y a bien eu une proposition, choisir une capitale politique et une autre économique. Mais pour le moment, ça n'a mené nulle part. Alors on essaye de limiter les constructions des bâtiments et de contrôler l'arrivée d'habitants d'autres provinces. Selon les autorités iraniennes, l'an dernier, Téhéran n'a connu qu'un quart de jour seulement, sans pollution. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite.